Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, qu'en mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Pour cette émission, nous avons établi une liaison Zoom avec l'Observatoire des armements de Lyon le jeudi 2 mars 2023. Étaient présents Maurice Balmé, Patrice Bouvray et Guy Dechêne. Ils nous ont parlé de la guerre en Ukraine, mais plus précisément des réfractaires russes et ukrainiens, et de la place qu'occupe le nucléaire dans ce conflit. En fin d'émission, vous entendrez aussi le point de vue des membres de l'Observatoire des armements sur le service national universel, car il faut rappeler que la revue Silence fait partie, avec Union pacifiste, du collectif Non-OSNU. Alors nous commençons par Maurice Balmé, qui nous présente l'Observatoire des armements de Lyon. Donc l'Observatoire des armements, qui existe depuis 1984 et s'appelait d'abord Centre de recherche Centre de documentation des recherches sur les conflits et la paix, qui était créé en 1904 par 3 cofondateurs, donc Patrice Bouvray, que vous aurez la chance de l'écouter dans l'interview, Bruno Barillot, qui est décédé depuis 2017, et Jean-Luc Thierry. Donc l'Observatoire des armements a deux gros centres de recherche, le nucléaire militaire et les transferts d'armement. L'Observatoire des armements a beaucoup travaillé aussi sur les essais nucléaires, puisque nous avons été à la base de la création de la loi Morin, des indemnisations des vétérans des essais nucléaires. Et depuis, nous continuons toujours notre travail sur le nucléaire militaire, avec surtout Patrice Bouvray qui s'en occupe énormément. Et donc, nous sommes aussi donc membres actifs de ICAN, de la campagne internationale de l'abolition des armes nucléaires, et qui a obtenu le traité d'interdiction des armes nucléaires le 21 janvier, c'est ça, 2021, et le prix Nobel de la paix en 2017. Voilà nos deux grosses activités et le transfert des armements. Donc nous publions une revue qui s'appelle Damoclès. Et donc les deux dernières, l'avant-dernière et surtout sur les armes se fabriquent près de chez nous, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et le dernier, plus particulièrement sur un sujet qu'on va traiter cet après-midi, sur les objecteurs, les insoumis, les déserteurs au niveau, depuis la guerre de l'Ukraine et 2022. Voilà, je pense que j'ai fait une grosse présentation de l'Observatoire des armements. Alors, Maurice Balmé, tu ne m'as pas dit pourquoi vous avez créé cet observatoire. Comment ça est venu, cette idée de créer cet observatoire? Est-ce que c'était une nécessité à l'époque? Là, je vais laisser la parole à Patrice. Oui, le point de départ de la création de l'Observatoire des armements, c'était le constat qu'on a fait à l'époque. On était des militants engagés dans les différents mouvements de paix ou de réfractaires à l'armée. Le constat qu'en France, ce mouvement-là se développait pas. Tout le courant antimilitariste était même plutôt en baisse de vitesse après l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et donc, la volonté de se doter d'un outil qui nous permette d'intervenir dans le débat politique en s'appuyant sur des faits, pas simplement d'être contre l'armée, parce que ça, ou d'être pour la paix, tout le monde est pour la paix en principe, mais bien de travailler sur des faits précis. Notamment, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur les ventes d'armes de la France étant le 3e exportateur d'armement dans le monde, et sur les armements nucléaires. À l'époque, la France était aussi 3e puissance nucléaire. Maintenant, elle est la 4e puissance nucléaire dans le monde. Et puis, je crois qu'on va parler maintenant avec Guy Duchesne, parce que c'est quand même le principal sujet que nous allons aborder avec ce qui se passe dans la guerre. Il y a déjà eu une émission, j'ai vu, à Parole de paix, que j'ai écoutée, faite par le MOC de Nancy, qui fait un très bon travail. Et puis, j'ai lu la lettre de l'Observatoire des armements, donc Damoclès. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà 3 interventions et où j'ai appris beaucoup de choses, qui ont été faites 3 parties, donc une en novembre 2022, une en décembre 2022 et la 3e partie en février 2023. Alors là, il y a énormément d'informations et je voudrais qu'on commence peut-être à parler peut-être de pourquoi aussi, Guy Duchesne, tu as éprouvé le besoin de tenir c'est presque un journal, hein, c'est presque jour le jour. Oui, c'est important à mon avis de parler de ce sujet-là parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent à propos de la guerre proprement dite, donc du point de vue militaire. On dépense dans les démocraties énormément d'argent pour armer l'Ukraine, mais on n'a pas encore défini dans quel but on veut armer l'Ukraine. À mon avis, l'essentiel, c'est quand même que la Russie puisse devenir démocratique. C'est la seule solution définitive aux problèmes qui sont actuellement présents. Donc, il faut absolument aider les démocrates russes, parce que c'est eux qui sont susceptibles de remplacer Poutine un jour ou l'autre. Or, qui peut être actif? Bien, ce sont tous ces démocrates. Et où les trouve-t-on? C'est d'abord ceux qui refusent de participer à la guerre, c'est-à-dire les objecteurs de conscience, les insoumis, les déserteurs, et tous ceux qui ont fui la Russie pour éviter la guerre, et ils se comptent par centaines de milliers. Lorsque la mobilisation de septembre a été décrétée, il y a un très grand nombre de Russes qui ont quitté le pays. Bien sûr, tous n'étaient pas opposés à la guerre en tant que telle. Beaucoup d'entre eux voulaient se protéger contre les risques qu'ils pourraient encourir, mais il y en a quand même énormément qui sont opposés à cette guerre. Il y a également beaucoup de mouvements qui soutiennent ces réfractaires. Il y a des mouvements, notamment des mouvements féministes, qui les soutiennent. Alors pourquoi est-ce que les femmes sont aux premières loges pour les soutenir? D'abord, c'est parce qu'elles risquent beaucoup moins d'être envoyées à la guerre, sinon pas du tout, parce que la guerre, a priori, c'est une affaire d'hommes. Mais donc les femmes, lorsqu'elles manifestent, elles ne risquent pas trop d'être envoyées sur le front. Par contre, elles courent un grand risque
d'être emprisonnés ou de subir des amendes souvent assez élevées. Donc, il y a beaucoup de femmes qui participent à ces manifestations. Et, par exemple, on voit qu'en mars 2022, elles étaient 44% à manifester. Et puis, ça a augmenté pour être, au mois de septembre, à 71%. Donc, 71% de femmes qui manifestent. Donc, c'est une proportion très importante. Il y a également les épouses et les mères de soldats qui prennent leur défense. Donc, ce sont des soldats qui ont été déjà sur le front. Donc, ce ne sont pas des déserteurs ni des insoumis. Ils sont sur le front, mais ils sont très mal équipés. Parfois même, ils doivent eux-mêmes se procurer le matériel pour se protéger, comme des gilets pare-balles. Et certains d'entre eux donc, refusent de continuer à combattre dans ces conditions-là et sont sanctionnés, parfois arrêtés tout à fait arbitrairement, emprisonnés dans des caves. Et il y a donc des femmes et des épouses de ces soldats qui viennent à leur secours, donc qui interviennent auprès des autorités ou même qui vont sur place dans les républiques du Donbass, etc., qui exigent la libération de leur fils ou de leur mari. Il enleva ses vêtements de fer, il enfila un pantalon civil, il déroula une bande molletière et pendit à un arbre son fusil. Par la bretelle, jeta son casque dans les marguerites. Il traversa une ville déserte, l'ombre dans la rue, coupée par la lumière. L'ombre dans la rue, coupée par la lumière. Il se baigna le soir dans un méandre où les poissons qui nagent se posent au fond des courbes d'eau noire pour pondre. Puis il se sécha sur l'herbe rose et tendre. Il pensait à sa mère inquiète, aux moissons qui ne seront pas faites, aux coquelicots, aux trèfles et aux fourmis, aux coquelicots, aux trèfles et aux fourmis. Il rejoignit derrière un tas de pommes la jeune fille d'une ferme sans homme. Il en oublie un peu son amertume et il s'endort pour la première fois depuis longtemps sur des épaules et sur des seins de plumes. À l'est parfois les canons s'allument. Il se leva très tôt par habitude. Il se leva très tôt par habitude. C'était l'été, au mois d'août, un dimanche. Sonnent les cloches à l'horizon soyeux. Il mourut par une matinée blanche, mis contre un mur, un bandeau sur les yeux. Mis contre un mur, un bandeau sur les yeux. Après cette chanson de Gilles Servat, intitulée Désertion, chanson qui fait référence aux déserteurs de la guerre de 14-18 et des fusillés pour l'exemple, nous reprenons notre entretien avec Guy Dechêne, qui nous parle des réfractaires russes et des mères de soldats qui se sont opposés à l'enrôlement de leurs fils pour la guerre, et notamment pendant la guerre de Tchétchénie. Oui, alors le comité des mères de soldats, effectivement, était très actif en Tchétchénie et il a obtenu de très bons résultats, donc même des modifications de la loi. Ces mères étaient partisanes de la lutte contre la conscription et contre la guerre elle-même, ce qui n'est plus le cas dans les comités plus récents dont je viens de parler, où les femmes
et leurs fils ou compagnons ne sont pas opposés à la guerre. Donc, ce sont des personnes qui veulent simplement être mieux équipées, mieux commandées pour pouvoir faire la guerre. Donc, très différent de ce qui se passait à l'époque de la guerre de Tchétchénie. Le comité des mères de soldats existe toujours, mais vu le temps qui a passé depuis la guerre de Tchétchénie, les militantes sont maintenant plus âgées, donc moins actives. Et puis surtout, la répression est beaucoup plus forte. Et même si on est contre la guerre et qu'on est mère ou compagne de soldats, on n'a pas intérêt à le dire. Donc, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles le comité plus récent donc, ne s'exprime pas frontalement contre la guerre. Par contre, elles ont précisé qu'elles étaient contre les armements nucléaires. Alors, il y a des militants qui sont plus individuels, donc c'est-à-dire qui appartiennent à ce mouvement global de lutte contre la guerre, mais qui le font non pas dans des manifestations massives, mais qui le font plus discrètement. Par exemple, il y a la résistance féministe anti-guerre a diffusé des petites étiquettes donc dénonçant la guerre, dénonçant les crimes commis à tel endroit en Ukraine. Et les militants donc récupèrent ces étiquettes et vont les coller dans les magasins à la place des prix des produits. C'est une manière discrète de se manifester, mais malheureusement, certaines d'entre elles ont eu des dénonciations et donc ont subi de la répression, donc de la prison ou des amendes. Et ça explique également qu'il y a beaucoup de gens qui fuient la rue parce que le simple fait de critiquer l'armée, le simple fait de prononcer le mot guerre alors qu'il ne s'agit pas d'une guerre mais d'une opération spéciale, ça peut entraîner des poursuites souvent sévères. Dans les manifestations, il y a également beaucoup de répression physique, notamment en particulier contre les femmes, qui dans certains cas ont été violées ou menacées en tout cas de l'être. Il y a également… Guy, tu parles aussi des Pussy Riot. J'ai vu que tu cites Maria Alekhina. Alors, elle s'était déjà opposée, elle, au régime, hein, si on peut dire. Elles avaient fait un peu de provocation. Mais maintenant, est-ce qu'elles peuvent encore agir en Russie? En Russie, non, elles ne peuvent plus maintenant, donc elles sont à l'étranger. Elles continuent à manifester contre la Russie à l'étranger. Notamment en Suisse, il y en a une qui a été condamnée parce qu'elle avait fait une petite manifestation intempestive en Suisse, mais elle continue toujours à militer contre Poutine, y compris cours d'un concert, il y en a une qui a uriné sur scène sur la photo de Poutine. Donc c'est effectivement très provocateur comme méthode, mais ça impressionne. Elle devait participer à un festival en Allemagne en tant que groupe musical et elles se sont désistées parce qu'elles ont appris qu'un Russe soutien de Poutine devait y participer. Donc elles sont toujours actives et continuent à se manifester très régulièrement, mais à partir de l'étranger, comme bien des Russes. Il y en a bien peu qui arrivent à tenir le coup. Par exemple, la présentatrice de télévision qui, au début de l'invasion, avait porté une pancarte derrière le dos de sa collègue en écrivant donc on vous ment, non à la guerre, eh bien, elle a dû fuir à l'étranger et elle est arrivée récemment en France. Elle a participé à une conférence de presse organisée par Reporters sans frontières dans laquelle elle a rappelé son opposition à la guerre. Et elle a également manifesté son regret d'avoir participé à la télévision avant la guerre et de participer donc au moins implicitement à la propagande que la télévision d'État diffusait. Oui, parce qu'elle était à la télévision d'État, effectivement. Hein. C'était quand même dangereux ce qu'elle a fait pour elle.
D'ailleurs, est-ce Absolument. qu'elle est toujours en France et est-ce qu'elle a l'intention d'y rester? Alors, je ne sais pas si elle a l'intention d'y rester, mais aux dernières nouvelles, en tout cas, elle y était encore, et elle y est avec sa fille. Elle a dû franchir la frontière euh, à l'aide enfin, avec l'aide de Reporters sans frontières. C'est Reporters sans frontières qui a organisé son évasion. Ça a été assez rocambolesque. Elle a dû changer plusieurs fois de véhicule en cours de route. Et puis finalement traverser la frontière en marchant dans la boue et puis en se perdant. Mais finalement, elle est arrivée en France et je crois qu'elle y est toujours. Alors, il y a effectivement une forte répression actuellement en Russie, hein, pour tous ceux qui essaient de s'opposer à la guerre. Il y a par exemple beaucoup d'arrestations, de condamnations, mais je vois que quand même, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y a quand même des gens qui protestent. On a l'impression, quand on parle en France, que plus personne ne peut protester en Russie. Mais je vois que, par exemple, tu notes, Guy, condamnation pour incendie d'un bureau d'enrôlement militaire. Alors, Oui, alors puisqu'on a... c'est Oui, fréquent. Il y a eu donc, très régulièrement, pratiquement depuis le début de la guerre, très régulièrement, des cocktails Molotov qui sont envoyés donc, dans des bureaux de recrutement. Certains ont entraîné des arrestations et des condamnations, y compris donc, pour terrorisme, alors qu'en réalité, c'était un peu des pétards mouillés parce que ça enflammait très peu les bureaux de recrutement. Il n'y a jamais eu aucune victime, puisque ça se faisait la nuit pour éviter que des personnes soient susceptibles d'être pris dans l'incendie. C'est quand même une condamnation assez sévère pour un cocktail Molotov sans grand dégât. est-ce que ces actions se faisaient à Moscou, Saint-Pétersbourg, ou bien plutôt du côté de la Sibérie? Ça Ou- s'est fait dans oui. beaucoup de régions, mais aussi en Sibérie. Donc, ce n'est pas forcément dans les grandes villes, c'est aussi en Sibérie. Euh, une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de mobilisés qui viennent de Sibérie, bien davantage proportionnellement que dans les grandes villes. Donc parce que c'est une sorte de cheptel qui est facile à utiliser. Ce sont des régions qui sont pauvres, donc il y a l'attrait d'un bon salaire si on est soldat. Et donc, il y a beaucoup de militaires qui viennent de ces provinces éloignées. Enfin, je veux dire éloignées de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. À propos des sabotages, il y a également eu des sabotages contre les chemins de fer, en particulier en Biélorussie au début de la guerre. Au début de la guerre, donc les Russes avaient amené des troupes et du matériel en Biélorussie et il y a donc des cheminots essentiellement qui se sont mobilisés pour empêcher la bonne circulation des troupes et du matériel vers l'Ukraine. Donc ils ont saboté les voies de chemin de fer, ils ont surtout saboté les signalisations de telle sorte que le trafic ne puisse pas se faire correctement. Et les autres cheminots profitaient de ces mauvaises conditions de circulation pour dire on ne peut pas conduire les locomotives dans ces conditions-là. Donc ça ralentissait encore davantage l'acheminement des troupes et du matériel. Mais la Biélorussie a réagi assez vigoureusement, de telle sorte que c'est trop risqué actuellement de continuer en Biélorussie cette activité. Alors, dans la répression, la Russie, enfin, du moins son gouvernement, s'en prend surtout aussi aux journalistes, enfin à tous ceux qui essaient justement de parler de ce qui se passe en Russie, puisque Gazeta Novik a été obligé de quitter la Russie, enfin les journalistes quittent la Russie, ils vont dans d'autres pays, mais même là, ils sont encore pourchassés. Alors, donc effectivement, la plupart des mouvements des médias d'opposition ont dû quitter la Russie. Donc, généralement, c'est dans les pays donc là, comme la Lettonie, la Lituanie, un petit peu aussi en Géorgie. Et donc, ils sont interdits de diffusion en Russie, évidemment. Donc,
ils sont réputés comme adversaires, pardon, le terme, j'ai oublié le terme précis, enfin, ils sont considérés comme agents, oui, c'est ça, agents de l'étranger. Ils sont considérés comme agents de l'étranger, et quand on est agent de l'étranger, on est obligé d'avertir sur le site Internet, par exemple, ou dans la presse, il faut le préciser pour être en règle avec la loi. Donc, ils sont actifs à partir de l'étranger. Et là également, certains ont eu des problèmes, notamment en Estonie, je crois, où il était contesté qu'il fallait accueillir autant de Russes, sachant qu'ils pouvaient éventuellement être agents étrangers, non plus en Russie cette fois, mais en Estonie. Donc, leur vie n'est pas toujours facile, mais il y a de très nombreuses équipes de journalistes qui sont à l'étranger et qui travaillent efficacement. Et c'est d'ailleurs une source importante d'information pour moi qui recense toutes ces oppositions à la guerre. Товарищ президент, пишу я вам письмо, и если будет время, прочтете вы его. В повестке прочитал, что к следующей субботе обязан быть на фронте. Сегодня я узнал. Товарищ президент, не стану воевать, не для того рожден я, чтоб людей убивать. Сказать имею вам, не чтобы вас рассердить, а просто, чтоб вы знали, я не пойду служить. Что с детства вижу я, отец мой умирает, и братьев забирают, и детский плач всегда. От всех страданий мать теперь лежит в могиле, от бомб, червей и тлена ей больше не страдать. Пока я был в плену, лишился я всего, и в прошлом я оставил и душу, и жену. С утра закрою дверь, забуду эти годы, пойду бродить, как зверь я, по тропам через броды. По всей стране огромной, по миру я пойду, с Тагила до Ершова, и людям я скажу: война не ваша это, скажите нет войне. Отказывайтесь ехать, снесем систему извне. Товарищ президент, вы кровь свою отдайте, а нас в покое оставьте. Создайте прецедент, организуйте травлю, науськайте жандармов, скажите вашим службам стрелять по безоружным. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez reconnu la chanson de Boris Vian, Le Déserteur, composée en 1954, au moment de la guerre en Indochine. Cette chanson a été traduite en russe et reprise par la chanteuse Daria Nelson. Daria Nelson est née en Ukraine et elle vit en France depuis 2016 où elle est également photographe. Dans notre émission enregistrée à distance avec nos amis de l'Observatoire des armements de Lyon, nous écoutons Guy Dechêne qui recense toutes les oppositions à la guerre en Russie. Alors Guy, pour recenser tout ça, est-ce que justement tu es obligé de parler russe? Non, pas du tout, je ne parle absolument pas russe. Par contre, il y a des très bons traducteurs automatiques qui me permettent donc d'avoir l'information en français presque correcte. Bon, parfois, évidemment, il faut un petit peu revoir le texte et surtout choisir les bonnes informations, les mettre en forme, etc. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Mais bon, on a actuellement, grâce à l'informatique, on a quand même des outils qui sont efficaces. Et bon, mais je consulte également d'autres organes de presse, quelle que soit leur langue, ça peut être en anglais, en italien, même en coréen, puisqu'il y a eu des réfugiés coréens qui ont séjourné pendant 5 mois dans un aéroport coréen,
Je parle de Corée du Sud, évidemment. Oui, Corée du Sud. Donc, ils ont été obligés de séjourner 5 mois dans la zone d'accueil de l'aéroport parce qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer dans le pays. Pour 3 d'entre eux, le problème est maintenant résolu. Ils ont donc, je crois qu'il faut aussi parler des hommes politiques qui ont le courage de s'exprimer, notamment 2 conseillers municipaux qui ont pris la parole au cours d'un conseil municipal pour dénoncer la guerre. Donc, il y en a un qui a demandé au conseil municipal 1 minute de silence pour les enfants ukrainiens morts du fait de l'invasion russe. Et pour cela, donc, il a subi une peine de 8 mois, je crois que c'est 8 mois et demi de prison, uniquement donc, pour 1 minute de silence demandée. Et puis, il y en a un autre qui avait fait une vidéo de protestation contre la guerre et qui lui aussi a été condamné. Et lui, il a volontairement demandé à rester en Russie, donc il n'a pas fui comme beaucoup d'opposants. Il a demandé, enfin il a pas demandé, il est resté volontairement, sachant qu'il allait se faire arrêter, parce qu'il veut témoigner de son opposition à la guerre et il estime que c'est sa place. Et donc il est partisan, il l'a dit clairement, il est partisan d'une action non violente de l'opposition russe contre le régime de Poutine. Alors, Guy, tu parles aussi beaucoup des exilés maintenant, tous ceux qui ont été obligés de quitter la Russie, qu'ils soient totalement contre la guerre ou parce qu'ils ont fui pour d'autres raisons. On parle de la Géorgie, du Kazakhstan, tout ça. Tu cites un peu tous les endroits. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, par exemple, je vois le Kazakhstan, 400 000 Russes sont entrés au Kazakhstan. Ce sont des chiffres énormes. Oui, ce sont des chiffres énormes. Bon, ça ne veut pas dire, pas parce qu'ils sont entrés qu'ils vont y rester. Hein. Il y en a certains qui sont simplement en transit. Oui, parce que là, ils peuvent y aller sans visa. Là, hein. Voilà, donc ils choisissent les pays, d'abord à cause de leur proximité, ça leur coûte moins cher en matière de circulation, ça leur coûte moins cher, mais surtout, les pays que tu viens de citer n'exigent pas de visa pour les Russes. Même chose pour la Turquie. Donc, les visas ne sont pas exigés et beaucoup de Russes, ils sont actuellement réfugiés. On vient de parler donc d'une série de pays donc, qui sont dans la zone d'influence de la Russie et de la Turquie. Or, ce qui est assez dommage, c'est que tous ces pays ne soient pas des pays vraiment démocratiques. Donc, il aurait été évidemment bien préférable que ce soit l'Union européenne qui accueille ces personnes. Parce que, comme je l'ai dit au début, la démocratie est quand même le but que nous devons poursuivre. Et c'est donc l'Europe qui aurait dû favoriser leur immigration. Or, Michel, le président, son prénom m'échappe, le président du Conseil européen, a tout au début de l'invasion souhaité qu'il y ait des désertions et que l'Europe accueille ces déserteurs. Mais ça n'a été suivi d'aucun effet. Aucun pays européen n'a incité à la désertion ou à l'insoumission. Alors moi, je pense que c'est quand même indispensable de soutenir ces opposants. C'est indispensable que les pouvoirs publics des démocraties prennent position en faveur des opposants russes, plutôt que de les laisser aller dans des pays qui sont des dictatures, pour certains d'entre eux. Et donc, où est l'exemple que l'on peut donner d'une démocratie si ce n'est pas une démocratie accueillante? J'ai entendu parler d'un déserteur qui est arrivé en France. Donc, son action a été quand même répercutée un petit peu dans la presse. Donc, c'est un déserteur qui avait déjà été en Tchétchénie et donc qui est passé par l'Ukraine après avoir été blessé. Donc, il a décidé de quitter la Russie. Il est arrivé en France et dans l'aéroport,
Charles de Gaulle, il a déchiré ses papiers militaires sous les yeux d'une caméra et il a déchiré donc, son livret militaire, son passeport russe, etc. Il a tout jeté dans les toilettes. Il a publié depuis un livre qui a été traduit en français. Alors, il avait demandé l'asile politique, mais je n'ai pas eu connaissance de la suite. Je ne sais pas s'il l'a obtenu ou pas. J'espère que lui, au moins, l'a eu parce que ça a eu pas mal de retentissement à l'époque, c'est-à-dire quand même, il y aura bientôt 1 an. Alors, tu parles aussi en Norvège d'un ancien commandant de Wagner qui a fui et qui s'est réfugié en Norvège. Pourquoi oui. Est-ce que, bon, la Norvège, c'est vrai que c'est plus près que la France pour la Russie, si on peut dire, c'est plus accessible, mais c'est vrai que dans ces pays européens, on les compte à l'unité. On ne les compte pas alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup, peut-être plus en Allemagne. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Alors, d'abord sur l'Allemagne. Moi, j'ai un chiffre global. Donc, depuis 2022, j'ai noté qu'il y a eu 3800 visas humanitaires accordés par l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie. Donc, pour ces 3 pays, 3800 visas humanitaires, donc ce qui n'est quand même pas énorme, sachant que quand il y a eu la mobilisation, mobilisé 300 000 personnes, et il y a 260 000 exilés qui sont partis à ce moment-là. Bon, ils n'étaient pas tous militants contre la guerre, certains le faisaient simplement donc, pour se protéger ou éventuellement pour aller faire du commerce à l'extérieur. Et puis, bon, parmi les personnes qui sont parties, il y avait également des membres de leur famille, parce que certains partaient avec femmes et enfants. Donc, ce n'est pas 260 000 opposés à la guerre qui sont partis, mais quand même, quand on constate qu'il n'y a que 3 800 visas pour 3 pays, Allemagne, Pologne et Lituanie, c'est bien peu. D'autant plus que l'Allemagne, au départ, avait annoncé qu'elle était prête à accueillir. C'est un des pays qui a réagi le plus vite en annonçant qu'il acceptait donc de recevoir des déserteurs. Donc, ces nombres-là sont assez faibles, à mon avis. Il y en a eu bien plus en Géorgie, par exemple, en Arménie ou en Turquie. Bon, alors pour revenir on parlait tout à l'heure de Wagner et donc d'un déserteur de la milice Wagner. Donc, effectivement, cette milice, donc, qui est complètement illégale, puisque le mercenariat n'est pas autorisé par la loi russe, il n'est pas autorisé non plus de sortir des prisonniers des prisons, il n'est pas autorisé de les faire partir à l'étranger, il n'est pas autorisé de les armer. Donc là, on cumule quand même 4 infractions graves, mais tout ça avec la bénédiction du régime de Poutine. Alors, cette milice Wagner est très répressive contre ces déserteurs. Donc, il y a eu un cas de déserteur qui a été filmé et dont l'assassinat a été diffusé. Donc, on a fixé sa tête sur une pierre et on l'a tué à coups de marteau. Et le déserteur qu'on évoquait tout à l'heure, qui est passé en Norvège, c'était un de ses commandants qui est révolté, dit-il, en tout cas par les méthodes utilisées, et qui dit qu'il a assisté à une dizaine de cas similaires. Il est passé en Norvège et souhaite collaborer avec la Norvège et éventuellement un tribunal qui jugerait les crimes de Poutine. Et donc, il annonce qu'il va collaborer ou qu'il est en train de collaborer pour dénoncer ces crimes. Alors, Guy Dechêne, je conseille bien sûr de lire tes articles dans Damoclès, parce que là, c'est beaucoup plus détaillé encore que ce qu'on a pu faire à la radio. Mais j'ai appris aussi quelque chose, parce qu'on apprend beaucoup de choses en te lisant, que par exemple, il y avait une communauté russe en Argentine. Alors moi, je suis allé en Argentine, j'ai vu des communautés italiennes, mais je ne savais pas qu'il y avait des communautés russes. Alors, l'Argentine est un cas un peu particulier. Il y a beaucoup de femmes qui vont en Argentine pour y accoucher. Je parle de femmes russes. D'abord, première raison, c'est parce qu'il n'y a pas de visa nécessaire pour aller en Argentine. Et deuxième raison,
c'est que lorsqu'un enfant naît en Argentine, il a automatiquement la nationalité argentine et ses parents peuvent l'acquérir très facilement ensuite. Et par conséquent, bénéficier d'un visa qui est extrêmement large, donc ça permet d'accéder à de très nombreux pays avec ce visa. Donc, beaucoup d'Argentins, excuse-moi, beaucoup de Russes vont en Argentine pour pouvoir ensuite circuler dans le monde avec sans doute l'intention de ne pas retourner en Russie, ou peut-être avec l'intention d'y retourner quand même, on ne le sait pas. Mais donc, voilà, c'est une des raisons importantes au point que le gouvernement argentin s'en est ému et que la ministre de l'Immigration a dit que on était évidemment prêt à accueillir les gens qui souhaitaient vivre en Argentine, mais que ce n'était pas une raison pour que des mafias en tirent profit, parce que maintenant, il y a des réseaux commerciaux qui organisent le voyage des femmes russes en Argentine, évidemment, organisent contre de l'argent. Donc, ils font toutes les démarches, ils organisent le voyage, ils prennent les rendez-vous, etc. Et donc, c'est un vrai trafic qui se fait et qu'apprécie de moins en moins l'Argentine. Alors, Guy Dechêne, tu sais beaucoup de choses, tu t'es beaucoup intéressé à toute cette période, mais comment tu es arrivé à justement avoir envie de consacrer autant de temps à ce sujet? Ben, j'en ai envie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est important qu'on puisse défendre les démocrates russes. Et pour pouvoir les défendre, il faut savoir qu'ils existent. Et donc, c'est pour ça que je veux faire connaître toutes les formes de résistance qui se font contre le régime de Poutine et en particulier contre la guerre. Contro i fucili, carri armati e bombe, contro le giunte militari, le tombe, contro il cielo che ormai è pieno di tanti ordini nucleari, contro tutti i capi al potere che non sono ignari, contro i massacri di Sabra e Shatila, contro i folli martiri dell'Ira, contro inique sanzioni, crociate americane, per tutta la gente che soffre e che muore di fame. Contro chi tiene la gente col fuoco, contro chi comanda e ha in mano il gioco, contro chi parla di fratellanza, amore e libertà e poi finanzia guerre e atrocità. Contro il razzismo sudafricano, contro la destra del governo israeliano, contro chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha, per tutta la gente ormai stanca che vuole verità. Contro tutte le intolleranze, contro chi soffoca le speranze,
contro antichi fondamentalismi e nuovi imperialismi, contro la poca memoria della storia, contro chi fa credere la guerra un dovere, contro chi vuole dominio e potere, contro le medaglie all'onore e alla santità, per tutta la gente che grida libertà. Dans notre émission Civis Pacem, nous sommes toujours en liaison avec l'Observatoire des armements de Lyon. Guy Dechêne nous a parlé des réfractaires russes et des opposants au régime de Poutine qui pourraient un jour, espérons-le, introduire en Russie un régime démocratique. Patrice Bouvray va nous parler maintenant des dangers du nucléaire dans ce conflit. Oui, je vais surtout déjà peut-être commencer par faire le lien entre les deux sujets, parce qu'effectivement, c'est pas des sujets isolés. On a terminé sur la question des relations entre Macron et Poutine. C'est pas simplement parce qu'il l'a accueilli, c'est aussi parce qu'il y a des enjeux entre les deux pays, et le nucléaire en fait partie, puisque donc il y a eu 10 trains de sanctions qui ont été pris à l'encontre de la Russie depuis le début de la guerre. Et comme par hasard, entre guillemets, le nucléaire ne fait pas partie de ces sanctions qui ont été prises, alors que la France notamment, mais les autres pays européens aussi, ont des relations avec la Russie sur le nucléaire. Donc, notamment avec Rosatom, il y a des accords pour la fourniture d'uranium pour faire fonctionner les centrales. Et donc là aussi, il y a un lien direct entre les deux sujets. Avant de parler de la relance du nucléaire civil proprement dit, sur le sujet sur lequel nous, on travaille moins. On travaille essentiellement sur le nucléaire militaire, même si on sait bien qu'il y a des liens extrêmement importants entre les deux et que le nucléaire civil est né du nucléaire, est né de la bombe de manière importante. Il y a peut-être un dernier point aussi que Guy n'a pas abordé, c'est qu'on a lancé, et donc les éléments sont sur le site internet de l'Observatoire, une campagne de courrier à envoyer aux élus, justement pour développer cet accueil des réfractaires en France, et pour que le personnel politique, puisque tu as fait référence justement qui s'y engageait pas, s'engage par rapport à ça. Pour terminer le sujet de... Et la presse également, donc il faut que la presse en France intervienne sur les sujets dont je viens de parler tout à l'heure. Parce que ça nous paraît important. C'est pas, on fait pas la chronique juste pour faire un constat de ce qui se passe, mais bien pour développer quelque chose. Donc, il y a une solidarité concrète vis-à-vis de ces gens-là. Pour revenir sur la question du nucléaire et du développement du nucléaire, c'est vrai que ça s'inscrit dans un temps long, et parce que le cycle des centrales nucléaires qui avaient été installées en France arrive à échéance, que la France n'a jamais investi dans les autres secteurs d'énergie renouvelable qui aurait permis de diminuer la part du nucléaire, malgré certains discours disant qu'on devait réduire à moins de 50% la part du nucléaire dans la fabrication, enfin dans l'électricité, on en est loin, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 70% de production d'électricité émanant du nucléaire. Donc, vu qu'on n'a pas investi dans ce domaine-là, on a toujours la France, du moins les dirigeants de la France, ont toujours investi dans le développement du nucléaire, à la fois justement pour l'énergie, mais aussi par rapport au nucléaire militaire, puisqu'ils ne veulent pas remettre en cause non plus l'arsenal nucléaire, et donc avant sur les deux pieds du nucléaire, j'ai envie de dire, civil et militaire, de la même manière, dans la même volonté
plutôt que d'essayer de réfléchir, ou déjà dans un premier temps, de mettre des moyens dans d'autres, dans le développement sur l'énergie, des énergies renouvelables, mais aussi dans la question de la guerre, dans le développement d'outils pour la paix, dans la diplomatie, dans d'autres éléments qui permettraient d'éviter de renforcer les tensions, mais au contraire d'entraîner des processus de coopération qui sont à même de diminuer les tensions entre les pays. La France n'est pas du tout dans cette logique-là sur les deux secteurs. Non, là où le nucléaire j'ai envie de dire, a joué un rôle, enfin aussi de nos points de vue, l'Ukraine était un pays extrêmement nucléarisé au niveau civil, hein, donc et c'est évident que d'emblée, la Russie a voulu s'accaparer cette richesse-là, éviter que l'énergie nucléaire produite par l'Ukraine soit vendue à l'Europe, mais soit au contraire récupérée et utilisée par la Russie. Donc c'est pour ça qu'ils ont occupé tout de suite la centrale de Zaporijjia, qui est la plus grosse centrale et qui a le nombre le plus important de réacteurs, et aussi Tchernobyl, ce qui leur permettait aussi une double chose, c'est-à-dire d'effectivement contrôler la production d'électricité à leur profit, mais aussi en quelque sorte de s'en faire des boucliers sur lesquels, pour empêcher effectivement que l'armée ukrainienne essaye de reconquérir ces lieux-là, donc de leur faire des points d'ancrage, parce que avec le risque de déclencher un accident nucléaire que cela pouvait entraîner, y compris avec, si c'est l'aviation ou des drones venant lâcher des bombes au-dessus de ces lieux-là. Donc c'est ce double rôle qui a eu lieu, ce qui est quelque chose qui n'est pas souvent mis en avant sur le risque que représente le nucléaire, mais pas le nucléaire. Bon, sur le nucléaire militaire, tout le monde est conscient que c'est une guerre nucléaire, ça fait des dégâts énormes, mais sur l'importance aussi et le risque que représentent toutes les installations nucléaires civiles, parce qu'il n'y a pas seulement les centrales en tant que telles, il y a aussi les sites de stockage, les sites de maintenance, les usines, et toutes ces installations représentent aussi des menaces importantes par la radioactivité qui pourrait s'en dégager en cas d'accidents liés à des bombardements ou qui peuvent avoir lieu. Alors, j'ai lu dans le Nouvel Observateur, enfin c'est cité, vous le citez vous-même aussi, le conflit en Ukraine prouve que la dissuasion nucléaire n'apporte pas la paix. Et là, c'était justement Colin. La menace que brandit Poutine, bien sûr, contre d'autres qui ont aussi l'énergie nucléaire, alors la France, mais aussi l'OTAN qui peut s'en prévaloir. Est-ce que justement cette dissuasion nucléaire peut être remise en cause? Après, la remise en cause, c'est disons autre chose. Enfin, ça demandera un mouvement important. Non, ce qu'a montré l'utilisation de la dissuasion par Poutine, enfin les menaces qu'il a exercées en disant nous on a une arme nucléaire, ça a montré le vrai rôle de la dissuasion. Parce que pour le moment que la dissuasion nucléaire servait à la paix, c'est quelque chose effectivement qui a été vendu à l'opinion publique par les dirigeants, mais pour eux, ils savent très bien que c'est pas ça le rôle de la dissuasion. Et là, les menaces exercées par Poutine ont permis de dévoiler de manière plus large justement ce rôle qu'a l'arme nucléaire, qui est un rôle d'intimidation, de menace, effectivement, au vrai sens du terme, et pour empêcher les autres d'intervenir comme ils veulent. Si Poutine a agité cette menace, c'était pas tant pour envoyer immédiatement une bombe, mais pour dire à l'Occident, n'intervenez pas trop, n'aidez pas trop l'Ukraine, parce que ça peut partir en escalade et à un moment donné, si on est complètement encerclé, s'il n'y a pas d'autre issue, on peut utiliser l'arme nucléaire pour désencercler, en quelque sorte, comme toute proportion gardée, comme dans les manifestations où les gendarmes utilisent des grenades pour désencercler. Là, avec l'arme nucléaire, ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences, mais elle peut avoir ce rôle-là, quelque part,
de manière, je dirais, symbolique, enfin, en gardant la différence de proportion et de conséquences, mais Poutine pourrait l'utiliser effectivement dans ce sens-là. Mais c'est le vrai rôle de l'arme nucléaire, de renforcer un instrument de puissance pour ceux qui la possèdent vis-à-vis des autres États, pour leur dire, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts, et donc voilà. C'est ça qui est pas souvent mis en avant et que la guerre en Ukraine révèle de manière très forte. Mais de là à ce qu'en France, notamment, on arrive à une remise en cause de la dissuasion nucléaire, cela demanderait qu'il y ait une plus grande mobilisation citoyenne. C'est jamais les États qui, par eux-mêmes, vont organiser un véritable débat sur le rôle de la dissuasion, parce que le masque, justement, ça sert à la paix, ça nous protège, vous voyez bien, comme ça, Poutine ne viendra pas jusqu'à Paris parce qu'on a l'arme nucléaire. Donc, c'est bien aux citoyens de s'emparer de ce sujet-là, de façon à obliger, parce que c'est vraiment dans cet ordre, de cette nature-là, obliger les gouvernements, et nos gouvernements, puisque nous, en France, on est puissance nucléaire, à changer de stratégie et à rejoindre le processus qui a été mis en place au niveau de l'ONU, donc à partir de 2017 et avec l'entrée en vigueur en 2021 du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui permettrait de sortir de cette logique dans laquelle on est au niveau international, où l'arme nucléaire repose sur le traité sur la non-prolifération nucléaire, qui est un traité inégal, et qui est le seul traité même qu'introduit dans la communauté internationale, dans les règlements de la communauté internationale, l'inégalité entre des États qui ont le droit de posséder l'arme nucléaire, qui se sont donné le droit de la posséder, et des États qui ont refusé de l'avoir, qui ont renoncé à l'avoir, parce que les États qui l'avaient s'étaient engagés à poursuivre le désarmement nucléaire, alors qu'ils ne l'ont jamais fait depuis les années 70. Donc, avec le traité sur l'interdiction sur les armes nucléaires, on a voulu sortir de cette logique-là qui faisait que les armes nucléaires pouvaient rester ad vitam aeternam, ce que les puissances nucléaires qui l'ont veulent de leur point de vue, mais que les sociétés ne veulent pas, parce qu'elles représentent un danger, non seulement une menace permanente si elles sont utilisées, mais même dans leur fabrication, elles conduisent à la diffusion de la radioactivité qui vient renforcer les cancers, qui vient renforcer la dégradation de l'environnement, et qui contribue aussi d'ailleurs à la fabrication de l'armement au réchauffement climatique, même si on n'en parle jamais de manière très importante. Monsieur le Président, la renommée volage qui dit tout ce qu'on veut quand on sait la flatter, va criant sur les toits et jusqu'au rabâchage que vous savez le mieux dépenser nos deniers. Permettez que j'effeuille un peu de vos lauriers, car il est un domaine au moins où la logique est bafouée sans souci de rentabilité. C'est le domaine de l'énergie atomique. Vous nous dotez avec une largesse frénétique de petites centrales, merci du fond du cœur, mais la population manque un peu de pratique. Vous nous enverrez donc une armée d'ingénieurs, puis vous paierez encore pour transporter ailleurs le courant que vous n'emploierez jamais sur place. C'est étrange de voir un centralisateur pour l'électricité faire ainsi volte-face. Alors au lieu d'être tributaire de l'espace, produisez l'énergie où se trouve l'industrie, construisez avec le souci d'être efficace une centrale énorme en plein cœur de Paris. Vu les emplacements qu'ici vous avez pris, il faut de la beauté, la mer ou la rivière. Il faut qu'on y soit bien, le jardin des Tuileries,
qui sert aux promenades fera très bien l'affaire. Remarquez que la Seine n'est déjà plus très claire, elle est déjà polluée, ça vous ôte un souci. Vous n'aurez ni chômage ni perte de salaire, car ce sont des amateurs qui pêchent ici. Et le problème du réchauffement aussi trouvera une réponse quand soufflera la bise. Le fleuve donnera aux Parisiens transis un merveilleux climat d'une douceur exquise. Protéger les centrales, ce fut votre hantise. Dès lors, vous n'aurez qu'à centraliser l'armée. Et si jamais la guerre depuis longtemps promise est toujours reportée, éclatée pour de vrai, s'il n'était pas ingrat, il vous remercierait. Nos ennemis ravis de n'avoir qu'une cible, d'une fusée bien placée dans un nuage de fumée, ils feraient tout sauter. Sauf vous, c'est impossible. À l'ONU, quand c'est ouvert, des choses qui ne sont jamais arrivées pour d'autres traités. À l'ONU, quand se sont ouvertes les négociations sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, puisque c'était à l'ONU, elles pouvaient y participer. Non, elles ont refusé de rentrer dans la salle, mais elles se sont mises devant la salle pour dire aux autres États qui voulaient participer, qui faisaient une erreur, qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent, enfin pour faire pression. La France manifeste pas souvent de cette manière-là. C'est plutôt d'habitude les associations que les États qui font ce type de manifestation. Et puis ça, c'est la pression visible qui a été faite à l'ONU. Mais les puissances nucléaires, dans leur vis-à-vis de leurs alliés, font pression pour qu'ils ne rentrent pas dans ce processus de signature du traité d'interdiction. Notamment, la France fait pression sur un certain nombre d'États africains où qu'elle a encore quelques poids pour demander de ne pas rejoindre ce processus, même faisant des fois plus ou moins du chantage, comme peuvent faire les diplomaties. Alors bon, avec tous les guillemets sur les mots, mais pour obtenir d'eux qu'ils ne rejoignent pas ce processus-là. Donc, ils agissent contre ce traité parce qu'ils ont bien compris que là, surtout pour les États démocratiques tels que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, bon, la Russie et la Chine, ça ne se joue pas de la même manière, qu'ils prônent la démocratie au niveau international, mais ils ne veulent pas l'appliquer pour eux-mêmes. Parce que le processus qui a conduit au traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est un processus lancé par 122 États aux Nations Unies, donc 122 sur 197, donc un nombre largement majoritaire. Actuellement, il y a plus de 92 États qui ont signé ce traité, 68 qui l'ont ratifié, donc qui l'ont intégré dans leur droit interne. Donc on est dans une large majorité des États. Et l'ONU repose sur un État, une voix. Normalement, c'est le principe même du fonctionnement de l'ONU, donc de la démocratie internationale. Une démocratie que les puissances nucléaires demandent aux autres États d'appliquer, mais qui ne s'applique pas à eux-mêmes. Et c'est bien pour ça qu'ils luttent contre aussi. Alors, si la France a pu faire pression contre certains États africains pour qu'ils ne signent pas le traité d'interdiction des armes nucléaires, là, ils ont été très surpris, justement, quand les Africains n'ont pas été d'accord pour condamner la Russie et notamment ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça peut s'expliquer, ça ? Oui, ils prennent en partie leur indépendance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'ancien colonisateur, mais malheureusement, pas pour rejoindre la réelle démocratie, mais pour se mettre sous la dépendance quand même soit de la Chine, soit de la Russie. Ça montre tout l'échec de la coopération militaire qui a été installée, de la coopération même tout court, qui a été installée par la France avec nos anciennes colonies,
puisque depuis les années 60, où il y a eu toute cette période de décolonisation, la France a essayé d'établir des relations, soi-disant pour aider ces pays à rejoindre justement la démocratie. On voit bien tout l'échec de cette politique-là. On l'a vu ces derniers temps où la France, où les pays africains, un certain nombre demandent à la France de quitter le pays. Ça a été au Mali, mais c'est aussi dans d'autres pays. Mais c'est pas pour devenir eux-mêmes réellement indépendants, c'est-à-dire à maîtriser les questions de sécurité dans leur pays, les difficultés qu'il peut avoir, mais c'est pour se mettre sous la coupole d'un autre État qui, pour le coup, n'est pas démocratique. Mais c'est notre responsabilité si on en arrive à cette situation-là. Bien sûr qu'il faut critiquer le comportement de Wagner et le comportement de la Russie, mais on n'est pas en Russie où on agit, c'est en France qu'on agit. Il faut voir notre part de responsabilité dans ce processus qui a été mis en place. Alors, est-ce qu'en France, on peut agir justement, là on va en arriver au service national universel, parce que bon, là, on peut peut-être agir. Alors, j'ai vu, Patrice Bouvray, un article très intéressant dans la revue Silence, que nous recevons régulièrement, que nous lisons avec beaucoup d'attention. Un article donc qui dit de 7 à 77 ans, toutes et tous soldats, est-ce que c'est ce que veut le gouvernement français? C'était notre avis, nous, dès le départ à l'Union pacifiste, quand on a créé ce fameux collectif, avec d'autres bien sûr, ce fameux collectif non au SNU. Oui, collectif dans lequel d'ailleurs la revue Silence participe, et nous aussi au niveau de l'Observatoire, on a participé sur le collectif qui a essayé de se mettre en place sur Lyon avec quelques difficultés au début. C'est évident que Macron, depuis le début qu'il est arrivé comme président, avait cette intention de remettre en place un encadrement de la jeunesse de manière plus importante. Donc, ce projet de service national universel, il a depuis longtemps, avec plusieurs objectifs, dont celui d'encadrer la jeunesse, mais aussi pour les armées d'avoir un temps qui leur permettent d'une part aux armées de faire la promotion de leurs activités parce qu'elles avaient des difficultés à recruter du personnel de qualité tel que eux ils estiment en avoir besoin. C'est pas forcément ce que nous on peut penser, mais c'est ce qu'ils pensent. Et donc d'avoir un temps qui leur permette aussi de faire cette information, de faire un espèce de premier tri pour essayer d'inciter les jeunes à rejoindre, à participer à l'armée, à s'engager, tout simplement. Macron, le gouvernement, on va dire, hein, c'est pas juste la volonté d'une personne, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en synergie. On a tout le débat sur l'uniforme dans les écoles, qui sont dans cette même logique. A du mal, par contre, il a quand même du mal à mettre en place ce service national tel qu'il l'espérait, puisqu'il voulait le rendre obligatoire beaucoup plus rapidement que ce qui s'est passé. Il recule les échéances d'année en année, ne serait-ce parce que dans les objectifs, dans les premières mises en place qu'ils ont commencé à faire pour pour tester justement ce SNU, ils n'ont pas eu le succès escompté en termes de nombre non seulement en termes de jeunes y participants, mais aussi d'énormes difficultés dans l'encadrement à mettre en place pour pouvoir justement encadrer ces jeunes. Ils avaient du mal à trouver aussi du personnel qui acceptait de faire ce travail-là, parce que c'est pas le rôle. Enfin, l'école manque de moyens, mais on va trouver des moyens pour faire un système comme ça en dehors. En partie en dehors de l'école, alors que c'est pas le rôle encadré à cheval par les militaires et par l'éducation nationale. Donc il y a des choses totalement anormales. Et donc là, grâce un peu d'ailleurs là à Politis qui a dévoilé un peu les informations, a eu accès à un document sur l'obligation du service national universel, ça a suscité
ces dernières semaines, enfin derniers jours même pratiquement, un regain de questionnement de la part d'un certain nombre d'associations, et on peut espérer qu'il y aura un engagement politique plus fort d'un certain nombre d'associations, notamment de parents d'élèves, d'enseignants, pour refuser la mise en place de ces services lui-même, des jeunes aussi en tant que tels. Mais vu qu'ils s'adressent à des jeunes de 15 à 17 ans, c'est pas les moments où ils sont le plus organisés de manière collective. Donc il faut que ce soit à la fois les associations de parents d'élèves et les associations déjà de jeunesse qui se mobilisent à l'encontre de ce service pour le mettre en échec. Pour éviter qu'il devienne obligatoire, parce que c'est l'intention de Macron d'ici la fin de son mandat, puisque comme il ne peut pas se représenter, même s'il n'est pas populaire, il peut essayer d'imposer des choses. Pour compléter sur le SNU, bien sûr que l'Observatoire des armements suit ce sujet de très près, mais nous ne sommes pas les porteurs du collectif. C'est-à-dire qu'il existait un collectif avant le premier confinement, où il y avait donc un petit peu de diverses associations. Donc il y avait Patrice Bouvray qui participait, Jean-Michel Lacroute et moi-même dans ce collectif. Il y avait 2-3 jeunes aussi, parce que c'était ça notre ambition, c'était qu'on ait des jeunes dans ce collectif. Et notre première idée qu'on avait sur ce collectif de 69 contre le SNU, c'était de faire de l'information. Et on était bien partis, on avait fait tout un programme, entre autres avec le petit film que tu nous avais envoyé, que tu avais fait sur le SNU, pour aller dans les universités, dans les lycées. Et puis, notre dernière réunion a eu lieu une semaine avant le premier confinement. Et ça a un peu bloqué un peu tout. Et depuis, le collectif, des fois, il essaie de se relancer, mais il n'est pas encore, il n'est plus actif sur Lyon. Donc, peut-être, avec ce que vient de dire Patrice sur l'article de Politis, si le SNU devient obligatoire, il y aura peut-être un petit mouvement un gros collectif se recréer, avec bien sûr, moi je pense comme Patrice, des parents d'élèves, des lycéens, on va voir, je ne sais pas, voilà. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il y a un refus qui est en train de naître, mais il n'est pas forcément antimilitariste tel qu'on peut le penser aussi. Là, la guerre en Ukraine a créé quand même une situation avec un retour d'une forme de militarisation des esprits sur lequel il n'est pas si facile que ça on peut s'opposer, bien sûr, on s'oppose à cette militarisation des esprits, mais l'écho de notre refus est nettement plus difficile aujourd'hui qu'il aurait pu l'être avant le déclenchement de cette guerre, et ce qui pose un énorme problème. Et là, on voit ce qui a fait mettre un peu le sujet en avant, c'est pas tant le SNU en lui-même, que l'idée que ça risquait d'entraîner la jeunesse à se mobiliser aussi contre les retraites, et donc cette question qu'il fallait dissocier les deux, que voilà, c'était un peu des prétextes un petit peu annexes que le sujet de fond sur l'embrigadement de la jeunesse et qui soit fait, et cette alliance entre l'armée et l'école, qui est un vieux projet de la gauche, qui avait été lancé par la gauche en 81, dès qu'elle était arrivée au pouvoir, d'avoir cet accord plus important entre ces deux institutions, qui est vraiment remis en cause en tant que tel actuellement, quoi. Ces derniers jours, on a vu aussi la première page de l'Humanité. Ce matin, on en parlait à France Inter. C'est vrai que ce qui n'a jamais été pris en compte ni par les enseignants, ni par les parents d'élèves, commence à agir, c'est-à-dire que le syndicat SNESUP a commencé à en parler et à faire fuiter des documents. Alors, on peut espérer qu'il y ait quand même quelques députés
qui puisse nous aider. Il y avait l'ancien président des parents d'élèves, Rodrigo Arenas, qui est effectivement avec lequel nous sommes en contact parce que lui avait déjà écrit une tribune lorsqu'il était président des parents d'élèves contre le SNU. Il y a aussi Louis Boyard qui était avec les syndicats lycéens lorsqu'il était lycéen. Bon, maintenant, il est élu, un des plus jeunes. Et puis, Bastien Lachaud, qui dernièrement aussi a fait une déclaration. Mais alors, il y a nous, on est un petit peu méfiants par rapport au programme de M. Mélenchon, qui veut bien sûr, alors il ne s'adresse pas bien sûr aux mineurs, il s'adresse aux majeurs, mais enfin, bon, là, nous sommes un peu réservés là-dessus. Et puis ce matin, alors je viens d'apprendre aussi, là, il y a une publication du ministère des Armées carrément, puisque Madame Salahiri, maintenant, Sarah El Haïry, est rattachée à la fois à l'Éducation nationale et au ministère des Armées. Il y a une publication ce matin du ministère des Armées qui parle d'une préparation militaire SNU à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Querquedan. Alors là, c'est carrément mis en scène avec tous ces jeunes qui, en principe, font la mission d'intérêt général. Beaucoup ont choisi l'armée, pas forcément, ou la gendarmerie, pas forcément parce qu'ils avaient envie d'y aller, mais parce qu'ils ne trouvaient pas d'autre chose. Mais une fois qu'ils y sont, alors là, la propagande marche bien à l'intérieur. Pour compléter un peu sur le SNU, actuellement, c'est ça qui est mis en pointe, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le développement des lycées, des classes de défense à l'intérieur de certains lycées qui sont jamais abordés, enfin qui sont quand même surprenantes. Il y a toute la présence des militaires qui peuvent, eux, rentrer facilement dans l'éducation nationale pour participer, pour intervenir, pour donner des cours, alors que les organisations associatives qui sont critiques par rapport à ces enjeux-là ont d'énormes difficultés à pouvoir rentrer dans les établissements. Donc, il y a toutes ces questions-là derrière qui se jouent. Il y a aussi au niveau de la recherche, enfin au niveau des établissements universitaires qui peuvent ne fonctionner pour la recherche que parce qu'ils ont des crédits militaires. Toutes ces questions de militarisation de la société, pour reprendre des mots qui avaient pu être largement développés il y a quelques années en arrière, mais qui sont plus du tout développés, qui ne sont plus débattus socialement dans la société. Bon, c'est un des rôles qu'on essaye d'avoir à l'Observatoire, au moins de pouvoir les poser sur la table de façon à ce qu'ils puissent être repris, mais on est vraiment dans un sentiment qu'il y a vraiment un retour du poids du militaire qui a toujours été présent sous la Ve République, mais qui est de plus en plus présent en France notamment, dans d'autres pays aussi, mais en France notamment, à tous les niveaux de la société, et sur lequel malheureusement il n'y a pas assez de réaction, d'interrogation, d'interpellation qui est faite, parce que j'ai envie de dire, même le mouvement écologiste, il y a des questions qui se posent sur le pilier du pacifisme qui était un de ses fondements à sa création et qui ne l'est plus visiblement pour la majorité des gens qui s'engagent dans ce mouvement-là. D'après ce qu'on dit, que Macron n'a pas encore annoncé, c'est qu'il y aurait effectivement une obligation avec une expérimentation dans 6 départements. Et bon, alors on va voir ce que ça va donner. C'est peut-être là aussi une possibilité d'agir, mais dans le cadre de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on abandonnerait toutes les 2e et 3e phases, on ne ferait que la première phase de 12 jours, et ce serait intégré dans l'éducation nationale, ce qui fait que les parents n'auraient plus leur mot à dire et que finalement l'armée interviendrait comme elle veut dans les établissements encore plus qu'avant. Ce qui pose un véritable problème, parce que c'est le rôle de l'éducation, point, mais ce n'est pas le rôle de l'armée de venir faire l'éducation. Pourquoi on a un ministère de l'Éducation nationale, un ministère des armées? Enfin, quel est le rôle du ministère de l'Éducation nationale alors, si c'est plus lui qui est en charge de faire l'éducation sur certains domaines?
C'est une véritable retour en arrière, questionnement social sur qu'est-ce qui fait qu'on vit ensemble en France, quoi. Qu'est-ce qui constitue l'identité française, quoi. Cette militarisation de la société, ce poids militaire, l'Observatoire des armements, avec nos peu de salariés, nos quelques bénévoles, nous arrivons à porter notre parole. C'est ça notre but de l'Observatoire des armements. Et nous avons quand même pas mal d'activités, de débats, de passer des films, des soirées de ci, de là, même dans d'autres départements. Bon, voilà, c'est ce que ma conclusion, ce serait ça sur l'Observatoire des armements, d'avoir ce rôle de porter notre parole et d'être indépendant et d'apporter la transparence sur les transferts d'armement, le nucléaire militaire, le SNU et le reste. Nous sommes à la fin de notre émission avec l'Observatoire des armements de Lyon. Je remercie Maurice Balmé, Guy Dechêne et Patrice Bouvray qui ont accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, et je vous renvoie d'ailleurs au site de l'Observatoire des armements pour avoir d'autres informations sur leurs activités très importantes. Et maintenant, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Comment vont nos centrales? Quels événements fortuits? Combien de vannes ouvertes de début d'incendie? Vous le saurez bientôt grâce à la météo nucléaire, une énergie propre, sûre et peu chère. Mais tout de suite, nous allons plonger au cœur du réacteur de l'actualité. L'atome et ses enjeux, ses acteurs, ses coulisses. C'est le flash de Candice. Merci Astrid, chers téléspectateurs, je vais vous parler d'un sujet qui fait peur. Figurez-vous que le Royaume de Belgique risque la pénurie électrique. Son parc nucléaire est exploité par Engie et il est totalement décrépit. Voilà ce qui arrive quand on fait les mauvais choix. Avec EDF, les Belges n'en seraient pas là. Faute d'entretien, d'investissement, par mauvaise gestion, au fil du temps, les 7 réacteurs devenus intermittents offrent un spectacle désolant. Voici l'état du bunker de son système de sécurité à ce moment-là. Un plafond complètement effondré. Quand on voit ces photos, on en vient à douter la qualité des bétons dans l'ensemble des réacteurs nucléaires. L'agence de contrôle nucléaire fera, j'en suis sûre, ce qu'elle a à faire. Entre blackout et accident éventuel, un risque est certain, l'autre n'est que potentiel. On procédera à quelques travaux, surtout si des photos sortent dans les journaux, mais on ne peut pas priver de lumière un pays pour des petits soucis de maçonnerie. Si Tihange 1 a redémarré plutôt que prévu, la relance de Doel 1 par contre est reportée. Autre inconnu aussi, Tihange 3 dont on avait annoncé le retour anticipé, mais ce retour, eh bien, il reste toujours suspendu au feu vert de l'agence de contrôle nucléaire. Ce sont des questions technico-formelles qui doivent trouver une solution rapidement. Courage Belgique, la France est avec toi. Redémarre, ça ira. Pardon Candice, n'est-ce pas un peu dangereux? Écoutez Astrid, quand on veut, on peut. Fermer un réacteur qui tourne encore, c'est manger en pot-au-feu la poule aux œufs d'or. Ne cédons pas aux peurs irrationnelles. Vous avez raison. Salut à Bruxelles. Et tout de suite, une carte familière, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Panly, subtile inversion dans le paramétrage des mesures de neutrons, doublée d'une fuite d'hydrogène explosif en plein dans le parc à gaz. Inventif! Pour l'appel aux pompiers, la centrale de Cattenom reste sans conteste l'une de nos championnes des fumées sur un toit lors de travaux et des feux de poubelle jusque dans les bureaux. Perte impromptue d'étanchéité, grappe de commande mal positionnée, odeur de chaud en zone nucléaire et probablement quelques brumes passagères. Dampierre aussi a eu son incendie, son départ de feu, soyons précis, sur la résistance de chauffage d'un réservoir occasionnant d'épaisses fumées noires. À Chinon, une affaire de robinet. Resté ouvert et qu'on croyait fermé, il était chargé d'assurer le confinement de l'enceinte nucléaire, pas tout seul heureusement. Que se passe-t-il à Flamanville 1? L'arrêt pour maintenance semble sans fin. Il dure déjà depuis avril dernier. Le directeur de la centrale s'en est expliqué. Nous faisons face à une succession de problèmes techniques. Ils demandent à chaque fois quelques jours de traitement, mais cela finit par représenter des semaines. Au
Blayais, lors d'une maintenance, on a démonté, puis remonté dans le mauvais sens le ventilateur d'un diesel de secours, ce qui aurait pu nous jouer de vilains tours. À Narbonne, Orano, Malvézy, une détonation suivie d'un incendie a légèrement blessé 3 salariés lors de l'ouverture d'un fût de déchets. Le bidon contenait des matières militaires. Pourquoi a-t-il sauté? Cela reste un mystère. Selon les témoins, il y eut un léger pchit, puis le container a explosé tout de suite. Au Cruas, des rejets sauvages, tritium hydrocarbures, effluents de rinçage, un véritable tonneau des Danaïdes rempli de sirop aux radionucléides. Enfin, Nogent 2 était à l'arrêt. Son combustible dans l'eau se prélassait, et là, incendie, coupure de courant. Dans la piscine, plus de refroidissement. Pour éviter le sauna, restaient 2 diesels. L'un, ce jour-là, n'était pas fonctionnel. Mais amis franciliens, soyez rassurés, l'autre a parfaitement démarré. L'autorité de sûreté nucléaire a veillé sur Nogent pendant la nuit entière. La piscine turquoise a, comme c'est émouvant, retrouvé son courant dans le soleil levant. Si, par crainte un peu mystique des risques des rayonnements issus des corps radioactifs, on ne construisait pas de centrale nucléaire en France, on risquerait d'aboutir à une crise de l'énergie bien plus grave et finalement avoir des troubles sociaux, révolution communiste ou fasciste avec des répressions, etc., qui représenteraient un nombre de victimes infiniment plus grand que ces accidents hypothétiques et très peu probables que nous envisagions. Ou pour le dire d'une autre façon, mieux vaut l'accident nucléaire que la révolution. Voilà qui fera, au soir du réveillon, un excellent sujet de conversation. C'est la fin de ce bulletin, merci de votre confiance. On se retrouve bientôt pour de nouvelles défaillances.